Oh, bonjour. Comme je vous ai promis, voilà ma première vidéo qui sera consacrée à la première leçon. L'intitulé de cette leçon, c'est le genre littéraire avec la distinction des courants littéraires. Pourquoi ce choix? Tout simplement, la majorité des élèves n'arrivent pas à distinguer entre les deux et il y a une confusion. Alors, je commencerai d'abord par la première œuvre, La boîte à merveilles. Comme il est connu, La boîte à merveilles, elle est qualifiée comme étant un roman autobiographique. Mais pourquoi roman autobiographique? J'aimerais d'abord faire une nuance entre l'autobiographie et le roman autobiographique. L'autobiographie exige que le jeu ait trois statuts qui sont l'auteur, narrateur et personnage principal. L'exemple est simple, l'autobiographie la plus célèbre, Les Confessions de Jean-Jacques Rousseau, où Jean-Jacques Rousseau, c'est lui qui écrit, Jean-Jacques Rousseau, c'est lui qui narre, et Jean-Jacques Rousseau qui a vécu les événements. La même chose pour Montaigne, les Essais, où Montaigne lui-même, écrivain, narrateur et personnage. Ce genre, bien sûr, il est proche à notre œuvre, mais il ne l'est pas. La boîte à merveilles est un roman autobiographique. Comment on peut le savoir? L'équation, elle est simple. Si on cherche sur la couverture, on va trouver Ahmed Sfraoui. Et si on cherche le contenu de l'œuvre, on va trouver Sidi Mohamed. Donc, j'ai deux noms différents. Ainsi, je peux déduire que l'auteur, il n'est pas le narrateur. Mais l'œuvre elle-même nous donne assez d'éléments pour qu'on puisse comprendre qu'elle est loin d'être une autobiographie. Tout d'abord, on remarque que dans les premières pages, il y a absence du pacte autobiographique. Alors c'est quoi le pacte autobiographique? C'est lorsque l'auteur, tout simplement, qui prend la parole pour s'adresser directement à son lecteur ou essaie un peu de lui expliquer les raisons de cette autobiographie et il lui affirme que les événements qui seront racontés seront des événements authentiques. On remarque dans La boîte à merveilles, il y a absence de ce procédé. Deuxième point, La boîte à merveilles se veut plus ou moins différente par d'autres aspects. À la place d'un pacte autobiographique, on va remarquer ce qu'on appelle un pacte romanesque, c'est-à-dire l'auteur, vu qu'il cherche à s'éloigner de ce genre, il a préféré présenter un pacte romanesque plutôt qu'un pacte autobiographique. Si on prend par hasard la page 6 et le paragraphe qui commence par « J'avais peut-être 6 ans. Ma mémoire est une cire fraîche où les moindres événements s'y aggravèrent une image ineffaçable. Il me reste cet album pour égayer ma solitude et prouver à moi-même que je ne suis pas encore mort. » Par ce paragraphe, l'auteur il cherche à donner les raisons qui l'ont poussé à rédiger, je dirais même à raconter. Pour la simple raison, à aucun moment dans l'œuvre, on a affaire à l'écriture. Plutôt, on a toujours affaire à la narration, et c'est-à-dire raconter. Alors, dans ce paragraphe, déjà, il essaie de me dire que les événements racontés sont des événements vécus. Et donc là, on est proche, si vous voulez, de l'autobiographie. Puis, à travers cette métaphore filée, où la mémoire prend l'image d'un album, il va me relater ses souvenirs. Et donc, c'est pour ça qu'il a dit « il me reste ». Et puis, par un procédé, je dirais, d'intertextualité, il va faire référence à un livre culte dans la littérature mondiale, c'est Les Mille et une nuits, où notre personnage, Shahrazad, quand il était confronté au roi Shahrayar,
Et pour qu'il puisse survivre, il a fait un pacte avec le roi, c'est-à-dire que chaque nuit, il va lui raconter une histoire, et le jour où il n'y aura plus d'histoire à raconter, il peut l'exécuter. D'où la dernière phrase pour prouver à moi-même que je ne suis pas encore mort. Et donc, la narration ici, il a une double fonction. D'abord, aller égayer sa solitude, c'est-à-dire apaiser sa souffrance et son angoisse, et deuxièmement, s'inscrire dans l'éternité en faisant référence à cet ouvrage culte. Si maintenant je vous envoie à la page 247, c'est-à-dire à la fin de l'œuvre, nous avons un paragraphe qui reprend la définition totale de l'œuvre. C'est le paragraphe qui commence par « Installé sur le genou de mon père, je lui racontais les événements qui ont meublé notre vie pendant son absence. » Alors ce qui est extraordinaire, c'est les phrases qui vont venir. Je sautais d'une scène à une autre sans aucun ordre. Et puis, vers la fin du paragraphe, il va utiliser le verbe « j'en ai inventé » et « modifié » quand c'est nécessaire. Alors, je vais m'arrêter d'abord pour comprendre un peu cette définition et aller chercher un peu dans la totalité de l'œuvre comment ce paragraphe structure l'œuvre. D'abord, je sautais d'une scène à une autre. Ben, tout simplement, c'est une opération mentale, c'est le souvenir. On sait pertinemment que les souvenirs, ils ne viennent pas dans l'ordre, c'est-à-dire on les restructure. Alors que ici, le narrateur, il a jugé nous raconter les souvenirs tels qu'ils se présentent. C'est pour cela, si vous cherchez à vérifier la relation logique entre les chapitres, exception de 2 chapitres 3, des fois on ne trouve pas d'une suite logique. Et donc ce qui justifie, je saute d'une scène à une autre. À l'intérieur même des chapitres, et on peut prendre comme exemple le chapitre 1, on a énormément d'événements qui se présentent sans qu'il y ait de relation logique. À titre d'exemple, il présente les personnages avec Dashuafa au début, puis il va au bain, puis le lendemain du bain, puis le jeu dans la rue, et puis la dispute avec la mère. Donc, à part cette scène du bain qui est reliée entre le lendemain, les événements n'ont pas une suite logique. Donc, déjà là, avec je sautais d'une scène à une autre, c'est quasiment une définition de la structure de l'œuvre. Puis, si il a dit que je modifiais, j'inventais les événements, c'est pour me dire clairement, je ne suis pas une autobiographie. C'est-à-dire parmi les événements que je présente et qui sont de l'ordre de la fiction. Et donc, si on essaie un peu d'associer les deux, on aura roman avec le caractère fictionnel, donc il y a certains événements qui sont de l'ordre de l'imagination de l'enfant, et d'autres éléments surtout qu'il relate une partie de sa vie, celle de l'enfance, et c'est l'objet de l'autobiographie. D'où, si vous voulez un peu, on associe les deux, qui va nous donner roman autobiographique. Voilà, ça c'est une explication d'une manière générale pour vous dire l'œuvre elle-même dans sa propre définition. Sinon, on peut se limiter seulement à la définition donnée par Philippe le Jeune, qui dit que lorsqu'on remarque que le nom sur la couverture, c'est-à-dire celle de l'auteur, elle est différente de celle du narrateur personnage qui est automatiquement, on va opter pour le roman autobiographique. Donc voilà, brièvement, pour l'autobiographie. Maintenant, je passe au dernier jour d'un condamné, qu'on appelle un roman à thèse. Alors, généralement, dans plusieurs œuvres qu'on a consacrées à l'analyse de cette œuvre, on a dit que Hugo est en train de défendre la thèse de l'abolition de la peine de mort. Mais moi, je vous renvoie à la page 144 de la préface de 1832. Et c'est en haut à partir de la 4e ligne. Vous allez voir que Victor Hugo essaye de donner un genre bien particulier à cette œuvre. Il a dit carrément qu'il s'agit d'un plaidoyer d'une manière directe ou indirecte contre la peine de mort. Donc il n'a pas dit il s'agit d'un roman autobiographique, roman à thèse. Il a dit un plaidoyer. Et qu'est-ce que ça veut dire un plaidoyer? Ben, ça vient de plaider, c'est-à-dire défendre une cause. Donc, si j'étais un responsable, voilà, tout simplement, j'aurais opté pour appeler ce genre, ce roman-là, comme
plaidoyer comme l'avait donné l'auteur lui-même. Toutefois, vu que dans le roman, il y a l'idée de défendre une thèse, et donc il est légitime de dire que c'est un roman à thèse. Mais je dois souligner la particularité de ce roman qui constitue, c'est-à-dire à l'époque de son apparition en 1829, un tournant dans la littérature française. Pourquoi? Parce que c'est un roman innovateur. On va voir qu'il emprunte plusieurs parties de plusieurs genres. On va trouver qu'il est à la fois journal intime, à la fois mémoire, à la fois plaidoyer, à la fois roman à thèse. Comment cela? Le chapitre 6, le narrateur qui va se substituer à l'auteur parce qu'à un certain moment, il va décider d'écrire, et donc vous voyez que si à ce niveau-là, Hugo a imaginé un scripteur à ce texte, c'est-à-dire quelqu'un qui va écrire lui-même. Et on est dans cette équation d'un double auteur. Auteur de l'œuvre qui a imaginé le récit, et dans le récit, il y a un autre auteur qui est bien sûr le narrateur lui-même. Alors, au chapitre 6, il a dit qu'il allait écrire ce journal d'intime pour apaiser ses angoisses et ses souffrances. Et il ajoute que ce livre-là aura également pour un autre objectif de lutter contre la peine de mort pour convaincre les juges de changer. Et c'est là où s'inscrit l'idée de roman à thèse. Il a dit également à la fin du chapitre 6 que les mémoires, qui sont également proches de l'autobiographie et du journal. Dans quelle mesure c'est proche? C'est par l'emploi du pronom personnel « je ». Alors maintenant, pour ce qui est de la troisième œuvre, qui est le dernier jour l'œuvre littéraire, théâtrale, celle de Antigone. Antigone, elle est considérée comme une tragédie moderne. Alors maintenant, on doit définir et expliquer pourquoi on lui a donné cette étiquette. Tragédie, parce que c'est un genre théâtral. Et comme vous le savez tous, le dénouement est toujours malheureux. Ainsi, la tragédie de Antigone se termine par un triple mort. Celle d'Antigone, de Aimant et d'Eurydice. Les trois se sont suicidés. D'où, bien sûr, ce dénouement malheureux. Alors, tragédie, parce que c'est une pièce de théâtre. Toutefois, qui déroge aux règles classiques de la rédaction théâtrale. Alors, je m'arrêterai d'abord sur les principes et les règles de la tragédie ou bien de l'écriture théâtrale, à savoir les règles de 3 unités. L'unité de temps, à savoir qu'une tragédie doit se dérouler au maximum 24 heures. Nous avons à la page 13, l'aube, début de la journée. Et à la page 15, vous avez 4 heures, lorsque la nourrice va prendre la parole pour dire à Antigone qu'elle est partie dans sa chambre et ne l'a pas trouvée. Et vers la fin, à la page 121 ou bien 122, dans une didascalie, vous allez trouver 5 heures sonnent. Et donc, on est dans une journée. Et donc, on constate que la pièce respecte l'unité de temps. Pour ce qui est de l'unité de lieu, la tragédie exige que l'action se passe dans un seul lieu. Effectivement, on parle de palais, de roi et on parle de thème. Troisième point, l'unité d'action, qui exige que l'action doit être simple, à savoir scène d'exposition, le nœud, dénouement, c'est-à-dire ce qu'on appelle une intrigue simple. Mais la modernité, où réside-t-elle? D'abord, au niveau des personnages. On a des personnages qui appartiennent à des catégories sociales mêlées. On a des rois, des princes, des gardes, des nourrices, et le peuple qui est en train de crier hors scène. Nous avons le niveau de langue, qui est courant familier, loin de ce tenue noble. Nous avons également le registre, où il y a un mélange du tragique, de pathétique, et je dirais même du comique. Alors que dans la tragédie, il n'y a toujours que de tragique.
Il y a également la règle de bienséance qui exige que jamais sur scène on ne doit présenter la violence ou bien la mort, d'où le rôle du messager qui vient nous raconter la mort des deux personnages, à savoir Antigone et Aimant, et le chœur qui va nous raconter la mort de Eurydice. Également, la structure de la pièce. Elle est écrite sous forme d'un seul acte, même si il y a des scènes sous-jacentes, c'est-à-dire en cachette, avec des actes. Également, si on arrive à découper la pièce, on va trouver qu'il y a 5 actes. Également moderne par la prose, alors que la tragédie, elle est toujours écrite en vers. Et le dernier point, c'est les anachronismes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement un vocabulaire qui appartient à l'époque de l'auteur Jean Anouilh, mais qu'on a utilisé dans une histoire très ancienne, comme le cas de cartes, journal, gendarme, voiture, cigarette, et ainsi de suite. Et donc, si on dit que c'est une tragédie moderne, c'est parce que l'œuvre elle-même, par sa structure et par son contenu, répond à cette définition. Donc, je récapitule pour les 3 œuvres. J'ai La boîte à merveilles, roman autobiographique. Le dernier jour d'un condamné, roman à thèse, et aussi, on a le droit de dire journal intime fictif. Et j'insiste sur fictif, parce qu'il est imaginé. Et troisièmement, nous avons la tragédie moderne. Donc, j'ai essayé brièvement d'expliquer ce qu'on appelle le genre littéraire. Mais qu'en est-il pour le courant littéraire ou bien le mouvement littéraire? Ben, tout simplement, à ce niveau-là, il faut penser plus à l'auteur. Pourquoi penser? Parce que tout simplement, il est en relation avec la pensée esthétique de l'époque. Et chaque auteur, selon son siècle, il appartient à une pensée. Et là, à titre d'exemple, je vous donnerai quelques noms des courants littéraires, comme le naturalisme, le réalisme, le romantisme, le symbolisme, et ainsi de suite. C'est-à-dire, chaque période, elle a été connue par sa sensibilité et par sa pensée esthétique. Alors, je vais commencer dans l'ordre chronologique. Et je commencerai bien sûr par Victor Hugo, auteur du 19e siècle, qui est né en 1802 et mort en 1885, et dont le roman a été publié en 1829. Hugo appartenait au romantisme, et même il était comme un concepteur des règles de l'écriture romantique. Pour cela, je vous renvoie à une célèbre préface d'une tragédie de Hugo qui est Cromwell, où il est en train de répertorier tout simplement les règles de l'écriture romantique. Pour ce qui est de Ahmed Sfraoui, à cette époque, donc de l'écriture d'Ahmed Sfraoui, il y a eu ce qu'on appelle la littérature maghrébine d'expression française au Maroc. Il est né bien sûr en Algérie et par la suite et en Tunisie, et après s'est développé au Maroc et en Mauritanie. Pendant cette période-là, vu que le Maghreb était colonisé, à part la Libye, a été colonisé par la France, il y a certains auteurs qui ont décidé d'écrire en français pour 2 raisons. Il y en a qui ont décidé d'écrire en français pour lutter contre le colonialisme et d'autres pour montrer la société maghrébine à l'étranger. C'est dans cette perspective que s'inscrit La boîte à merveilles, parce qu'elle est plus une œuvre qui est en train de présenter, de mettre en scène les traditions, les coutumes et les us des Marocains que de lutter contre le colonialisme. Donc c'est pour cela on dit que cette œuvre s'inscrit dans le mouvement de la littérature maghrébine d'expression française. Pour ce qui est de Jean Anouilh, il n'y a pas. Pour la simple raison, la pensée de Antigone est une pensée, je dirais, d'ordre philosophique. Elle est plus à un courant philosophique qu'à un courant littéraire qu'on appelle l'existentialisme. D'ailleurs, si vous vous documentez sur cela, vous allez trouver que l'intrigue elle est plus proche
au concept de l'existentialisme qu'à autre chose. Sur ce point, je vais m'arrêter sur Antigone parce que généralement, la compréhension de l'œuvre est une compréhension trop simpliste. Trop simpliste. Pour la simple raison, la plupart des élèves n'arrivent pas à dépasser le sens au premier degré. Et quand on leur demande de raconter Antigone, ils nous disent qu'il y a un problème entre Créon et Antigone, où le roi avait interdit d'enterrer le frère Polynice. Et bien sûr, Antigone va enfreindre cette loi, d'où le conflit entre les deux. Mais le problème, il est ailleurs. Le problème est effectivement d'ordre existentialiste. Pourquoi? Si on prête attention à la première page du prologue, à la page 9, je crois qu'il y a une phrase qui mérite qu'on s'y arrête. Et phrase à laquelle on doit accorder la plus grande importance. Car si on arrive à démêler cette phrase et l'interpréter, on va comprendre toute l'œuvre. Le prologue dit, en parlant d'Antigone, elle va se dresser seule face du monde, seule face de Créon. Cet ordre, se dresser seule face du monde, face Créon, et répond à une logique de l'intrigue, à savoir que se dresser seul face, c'est-à-dire s'opposer, se révolter. Et dans un premier temps, Antigone va se révolter contre le monde. Et c'est après qu'il va se révolter contre Créon. Et si on fait cette lecture simpliste, c'est-à-dire qu'il y a seulement un conflit entre Antigone et Créon, c'est qu'on a omis et même quasiment rejeté de notre interprétation ce rapport Antigone-le monde. Alors, ce développement, je le laisserai pour une seconde vidéo où je vais consacrer toute une partie à Antigone. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Je compte sur vous pour vous abonner. Au revoir.